Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis ravi d'être là pour décortiquer avec vous un sujet qui, franchement, donne des sueurs froides à beaucoup de monde. Salut. Ah ça, tu l'as dit. Je suis ravie d'être ici aussi pour parler de ce fameux monstre du Loch Ness de la grammaire française. Ouais, le subjonctif, le fameux. Aujourd'hui, on se base sur un cours de niveau C1 qui s'appelle Mastering the French Subjunctive, avec une approche un peu particulière, axée sur la logique avancée et la nuance. C'est ça. Et je rassure tout de suite quiconque nous écoute, notre mission aujourd'hui, ce n'est pas du tout de réciter des tableaux de conjugaison douloureux. Ah non, pitié, pas de tableau. On a tous assez souffert à l'école avec ça. Exactement. À un niveau avancé, on sait déjà conjuguer. Le but de cette plongée, c'est plutôt de comprendre la logique psychologique de ce mode. La psychologie de la grammaire, ça sonne presque comme le titre d'un film de science-fiction, tu vois. Mais c'est un peu ça. Comprendre pourquoi ces mots existent, ça permet d'éviter la surcharge d'informations et surtout, ça aide à utiliser la langue avec une vraie élégance stylistique. C'est génial. Donc pour tous ceux qui veulent passer d'une maîtrise juste technique, un peu robotique, à une expression vraiment nuancée, on va voir le pourquoi émotionnel derrière les mots. D'accord, décortiquons tout cela. Par où on commence? Avant même d'apprendre des listes de verbes par cœur, il faut comprendre l'essence de la chose. La grande erreur, c'est de croire que le subjonctif est un temps, Attends, ce n'est pas un temps. comme le passé composé ou le futur. Et non, c'est un mode et la différence est cruciale. Un temps, ça t'indique quand l'action se passe. Le mode, lui, il n'en a rien à faire de l'horloge. Il indique comment la personne qui parle ressent cette action. Ah, je vois. Donc, c'est complètement centré sur le locuteur, en fait. Tout à fait. Si on prend l'indicatif, c'est le mode de la réalité, l'effet observable. On dit il pleut. C'est un fait. Ouais, c'est comme une photographie brute. Ou même, disons, la séquence d'une caméra de vidéosurveillance. C'est froid, c'est là, point barre. C'est une excellente analogie. Et à l'inverse, le subjonctif, ce serait une peinture abstraite. Ça montre ce qui se passe dans notre tête. Donc, ça ne montre pas juste la pluie, ça montre si je suis agacé par la pluie ou triste. Voilà, je suis triste qu'il pleuve. Le subjonctif repose sur 4 piliers classiques, la volonté, l'émotion, le doute et la nécessité. Donc des trucs comme «je veux que tu viennes» ou «il faut que ce soit fait», ça on connaît bien, c'est les bases. C'est ça. Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir que la difficulté au niveau C1 ne réside pas du tout dans ces 4 piliers évidents. Non. C'est où alors le piège? Le vrai terrain-jeu, ce sont les zones grises. Ces endroits où la frontière entre la réalité de la vidéosurveillance et ta peinture abstraite devient complètement floue. Ah, j'adore ça. Les zones grises. C'est là que la grammaire devient une arme de précision. On a des exemples dans les sources? Bien sûr. On a ce qu'on appelle les verbes caméléons. Prenons un verbe tout bête, le verbe penser. Ok, pensez. À la forme affirmative, tu dis « je pense qu'il vient ». Là, c'est l'indicatif. Bah oui, parce que c'est une croyance forte. Dans ma tête, c'est quasiment un fait. Exactement. Mais si tu ajoutes une simple négation, le sens bascule, tu dis « je ne pense pas qu'il vienne Ah ouais, on passe au subjonctif. Qu'il vienne. Juste à cause du « ne pas ». ». parce que la négation installe le doute. Tu te désengages de la réalité de l'action. Mais là où ça devient pointu, c'est qu'on peut parfois garder l'indicatif même avec la négation. Attends, quoi? Donc, je peux dire « je ne pense pas qu'il est venu » avec un indicatif. C'est pas juste une grosse faute de français? Eh bien, pas nécessairement. Il y a une nuance énorme. Si tu dis « je ne pense pas qu'il est venu » avec l'indicatif, tu nies un fait réel pour une personne spécifique. Mais l'action en soi reste dans le domaine du concret. Ok, laisse-moi essayer de comprendre. C'est comme si je regardais une liste d'invités. Quelqu'un est venu, c'est un fait possible dans la réalité. Mais je dis que cette personne-là, précisément, n'est pas la bonne. C'est exactement ça. Alors que si tu utilises le subjonctif « je ne pense pas qu'il soit venu », le doute est total. L'action même de venir perd toute sa substance. C'est presque philosophique. C'est dingue le pouvoir que ça donne à celui qui parle. Juste en changeant une voyelle à la fin d'un verbe, tu modifies le niveau de réalité d'un événement. C'est de la manipulation douce, en fait. On a la même chose avec le verbe sembler. Ah oui, il semble que... Toujours un casse-tête celui-là.
Si tu dis « il semble qu'il est malade », à l'indicatif, ça sous-entend que tu as des preuves physiques. Genre, je l'ai vu tousser, il a de la fièvre, il a les mouchoirs partout. Voilà, c'est constatable. Mais si tu dis « il semble qu'il soit malade » au subjonctif, c'est juste une vague impression. C'est la rumeur de couloir, quoi. C'est hyper pratique pour se protéger. Si c'est faux, on peut dire « j'avais juste dit que ça semblait être le cas ». Exactement, c'est très diplomatique. Mais il y a un autre verbe qui surprend souvent, c'est le verbe « espérer Ah, espérer. On m'a toujours appris que l'espoir appelle l'indicatif, parce qu'on projette un futur réel. J'espère qu'il viendra. ». Et c'est la règle générale, oui, mais dans un langage très soutenu, tu peux trouver le subjonctif. Ah bon? Genre quoi, j'espère qu'il ne soit pas en retard? Oui, mais attention, l'exemple de la source, c'est « j'espère qu'il ne soit pas trop tard ». Et ça exprime quoi? Parce que franchement, dans la rue, je croirais juste que la personne s'est trompée. C'est vrai, à l'oral au quotidien, ça passera pour une faute. Mais dans un contexte dramatique, ça marque une incertitude angoissante. L'indicatif, c'est lumineux, c'est l'espoir. Le subjonctif ici, c'est la peur que le pire se soit déjà produit. Waouh! C'est hyper poétique en fait. La grammaire qui devient la bande-son de notre angoisse. C'est joliment dit, mais on n'a parlé que des verbes jusqu'ici. Il faut aussi parler des conjonctions. Oui, les petits mots comme bien, que ou pour que, les fameux déclencheurs. Ce sont un peu les gardiens de la frontière, non? Ils nous forcent à utiliser telle ou telle logique. C'est ça. Le but exige toujours le subjonctif, avec pour que ou afin que. La concession aussi, avec bien que. Et la condition non réalisée, pourvu que, ok. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il y a un piège ultime abordé dans le cours, le fameux après que. Ah, le grand débat de la langue française. Cela soulève une question importante sur l'usage. Grave. Parce que la logique pure voudrait que, puisque l'action est terminée, on utilise l'indicatif. Après qu'il est parti, le gars est parti, c'est un fait accompli, on met de l'indicatif. Grammaticalement, c'est la seule forme correcte. Mais l'usage populaire, et même à la radio ou chez certains auteurs, dit après qu'il soit parti, au subjonctif. Mais pourquoi on fait ça? C'est juste par mimétisme avec avant que? Absolument. C'est l'analogie. Avant que demande le subjonctif, car l'action n'est pas encore faite, avant qu'il parte. Le cerveau enregistre la mélodie de la préposition plus le subjonctif et il l'applique bêtement à après que. Donc on sacrifie la logique temporelle pour une espèce de symétrie mentale, c'est fou. Mais du coup, comment on gère cette contradiction? Si on est en plein examen, disons le DALF C1, on fait quoi? Ah, au DALF, tu appliques la règle académique stricte. Après qu'il est parti, si tu mets du subjonctif, le correcteur te pénalise. D'accord. Mais si je dis ça dans un dîner entre amis à Paris, on va me regarder bizarrement, non? On va me trouver ultra pédant? C'est les risques. La compréhension de l'usage oral est vitale pour la fluidité culturelle. Parler couramment, c'est aussi savoir quand briser les règles pour s'intégrer socialement. C'est un vrai numéro d'équilibriste. C'est pareil avec le fait que. Non. Tout à fait. Le fait que, ça devrait être l'indicatif, car c'est un constat. Le fait qu'il est en retard, on constate l'heure. Mais on entend souvent le subjonctif, le fait qu'il soit en retard est inadmissible. Parce que là, tu émets un jugement de valeur. L'émotion, la colère de l'adjectif, inadmissible, prend le dessus sur le fait objectif, donc subjonctif. C'est la subjectivité qui écrase la réalité. Ok, je crois que j'ai bien saisi cette histoire de verbes et de conjonction. Mais il y a une autre partie dans les sources qui m'a vraiment interpellé. Ce sont les propositions relatives. Ah oui, avec qui ou que. Là, on entre dans la quête de l'idéal. Exactement. Parce que cette subjectivité, on a vu qu'elle s'applique aux actions, mais ça marche aussi pour les gens ou les objets qu'on cherche. Si l'on relie cela à une perspective plus large, le subjonctif révèle carrément notre vision du monde. Prends l'exemple du recrutement. L'offre d'emploi. Je cherche un assistant qui parle anglais. Voilà. Si on l'écrit avec l'indicatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais que cette personne existe, elle est quelque part, aidez-moi juste à la localiser. C'est une recherche concrète. Mais si tu utilises le subjonctif, je cherche un assistant qui parle anglais, ou pour que ça s'entende mieux, qui sache parler anglais. Là, on cherche un idéal, un mouton à 5 pattes. On n'est même pas sûr que cette personne existe sur la planète. Exactement. Le subjonctif trahit ton incertitude face à l'existence même de ce que tu cherches. C'est fascinant. C'est génial. Et on retrouve cette mécanique avec les superlatifs, n'est-ce pas? Oui, les superlatifs subjectifs. Quand tu dis « c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu », Avec AI, AIE au subjonctif. Pourquoi ne pas dire simplement que j'ai lu à l'indicatif? parce que ce n'est pas une vérité absolue, c'est ton opinion.
Le subjonctif, ici, ajoute une forme d'humilité. Tu admets que c'est le meilleur livre selon ta propre expérience limitée du monde. C'est hyper poli, en fait, ça laisse la place à l'autre pour ne pas être d'accord, sans que ça fasse une bagarre. C'est tout à fait ça. Pareil pour les antécédents niés. Il n'y a personne qui sache faire ça. On nie l'existence, donc on tombe dans l'irréel, donc on utilise le mode de l'irréel, le subjonctif. Imparable! Bon, on a vu que le subjonctif était souvent enfermé dans des sous-phrases. Il dépend d'un autre verbe, d'une conjonction, d'un superlatif. Mais le cours C1 parle aussi de l'indépendance stylistique. Le subjonctif qui vit sa meilleure vie, tout seul. Oui, le subjonctif indépendant, c'est une touche de style incroyable. C'est souvent utilisé pour exprimer un souhait. Comme « Vive la France ». Voilà. Ou « Puissiez-vous réussir », c'est majestueux. C'est vrai que ça a de l'allure, mais il y a aussi les ordres un peu froids, non? Ceux à la troisième personne. Ah, l'ordre administratif poli mais ferme. Au lieu de dire « sors d'ici », tu dis « qu'il sorte immédiatement ». Ouch! C'est glacial. Ça met une distance de dingue entre les personnes. C'est redoutable en entreprise ou dans un contexte formel. Ça évite l'affrontement direct tout en étant indiscutable. On s'en sert aussi pour des concessions gracieuses, genre qu'il soit riche ou pauvre. Oui, la loi est la même pour tous. Et puis, il y a toutes ces expressions figées qu'on adore. Des vrais petits bijoux de la langue. Tu penses auquel? Des trucs comme « adieu ne plaise » ou encore « vaille que vaille ». Et ma préférée, « coûte coûte ». Ce sont des formules très élégantes. Les maîtriser, ça donne une vraie profondeur historique à ton discours. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final quand on intègre le temps là-dedans? Parce qu'on a le subjonctif passé aussi, qui joue avec cette notion de temps. Oui, le subjonctif passé sert à marquer une antériorité absolue. Par exemple, « je suis content que tu sois venu ». L'action de venir est terminée, actée, avant l'émotion présente. D'accord. Mais la nuance de dingue, c'est quand on l'utilise pour le futur. Ça m'a retourné le cerveau, cette partie. Le fameux futur qui doit être accompli. Ouais, je veux que tu aies fini demain. Pas je veux que tu finisses demain, mais bien que tu aies fini. La pression psychologique n'est pas du tout la même. En disant que tu es fini, on met l'accent sur le résultat achevé. On s'intéresse plus à ton effort, on veut juste voir le produit final. C'est un truc de manager impitoyable, quoi. Ouais. C'est redoutablement efficace. Bon, on vient d'absorber une quantité incroyable de nuances. Comment on fait pour intégrer tout ça sans avoir l'air d'un robot qui récite un dictionnaire des années 1800? La clé, c'est de s'exposer massivement à du contenu de qualité. La littérature française, bien sûr, mais aussi la radio. La radio, c'est vrai. Écouter des débats intellectuels sur France Inter, par exemple, c'est une mine d'or. Tu vas entendre les locuteurs jouer avec ces zones grises pour se protéger, pour attaquer poliment, pour nuancer. Je ne dis pas que vous ayez tort, mais, et paf, on place son argument. Exactement. Et le dernier conseil de la source, c'est vraiment de ne pas avoir peur de l'erreur. La pratique des phrases complexes amène des fautes et c'est normal. Même les francophones natifs font des erreurs avec ça. On l'a vu avec le « après que ». Tout à fait. L'important, c'est de s'amuser avec ces nuances, d'essayer de comprendre l'intention de l'auteur quand on lit. En gros, on retient que ce mode n'est pas juste une punition inventée par des profs de grammaire sadiques. C'est un outil d'une finesse incroyable. Ça permet de séparer les faits froids de nos opinions, de montrer de l'humilité ou d'adoucir une vérité. C'est un vrai choix stylistique. Un choix qui révèle notre propre état psychologique et notre subjectivité face au monde. Ce qui m'amène à une pensée assez provocatrice pour terminer. On a vu que ce mode cartographie nos émotions et nos doutes. Mais regarde comment on communique aujourd'hui. C'est-à-dire ? Avec les emails hyper courts, les messages factuels et surtout les textes générés par l'intelligence artificielle. Une IA, par définition, ça écrit de manière froide, lisse et objective. C'est vrai ? Une IA n'a pas de doutes existentiels à exprimer, elle n'utilise quasiment que l'indicatif. Voilà. Du coup, je me demande vraiment comment ça va influencer l'avenir de notre langue. Est-ce que le subjonctif va devenir un simple marqueur d'élite, un truc de snob, pour la littérature de niche? Ou alors, à l'inverse, face à tous ces textes robotiques, est-ce que ce besoin humain, très profond d'exprimer nos failles et nos émotions, va justement garantir sa survie? Le subjonctif comme acte de résistance humaine. C'est une réflexion fascinante. De quoi méditer sérieusement la prochaine fois que vous écrirez un email un peu trop parfait. Merci beaucoup d'avoir décortiqué tout ça avec moi. Merci à toi, c'était un vrai plaisir de plonger là-dedans. À très vite pour une nouvelle exploration. Gardez le doute et gardez le subjonctif vivant.